En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Bernard-Henri Lévy, qui nous parlera de son nouveau livre « Solitude d'Israël » qui vient de paraître chez Grasset. Avons-nous pris la mesure de ce qu'était le 7 octobre ? La réponse d'Israël est-elle proportionnée ? L'État hébreu peut-il être qualifié d'État colonial ? Le monde arabo-musulman est-il vraiment innocent des crimes de la Shoah ? Tout de suite, les réponses de Bernard-Henri Lévy en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons discuter pendant 1 heure de votre nouveau livre, Solitude d'Israël, qui vient de paraître chez Grasset, et plus largement de la situation du conflit israélo-arabe. Mais tout d'abord, je voulais commencer par une question d'actualité. Après les attentats de Moscou, finalement, cette menace islamiste qui frappe également le pouvoir russe. Vous êtes très impliqué dans la cause ukrainienne. Il y a quelques semaines, le président de la République suggérait peut-être qu'on serait obligé, en tout cas, qu'il souhaitait peut-être à terme envoyer des troupes là-bas, en Ukraine. Est-ce que finalement, Bernard-Henri Lévy, j'irai pas jusqu'à dire qu'on s'est trompé d'ennemis, puisque vous allez me dire qu'on a plusieurs ennemis, on peut avoir plusieurs ennemis à la fois, et je vous rejoindrai là-dessus, mais est-ce qu'il ne faut pas hiérarchiser finalement les menaces ? Certes, Vladimir Poutine en est une, il faut le combattre, mais elle est indirecte, alors que l'islamisme, d'une certaine manière, est déjà là sur le territoire. Est-ce qu'on n'avait pas un peu oublié cette menace-là qui frappe jusqu'à nos propres ennemis ? Oubliez quelle menace ? La menace islamiste. La menace islamiste. Moi, je n'ai jamais oublié. Ça fait 20 ans, 30 ans que j'en parle sans cesse. Non, ça, j'ai jamais oublié la menace islamiste. Et voilà, et ça n'empêche pas de ne pas oublier non plus la menace Poutine qui a, de manière la plus claire, lui, pas depuis 30 ans, mais depuis 20 ans, menacé l'Europe et qui dévaste l'Ukraine et qui est, puisque vous parliez d'Israël et que nous allons en parler, dont les ministres, dont les représentants ont reçu le Hamas, l'ont félicité, ont probablement été informés de l'attaque du 7 octobre. A reçu le Hamas, oui, effectivement. Parce qu'on ne comprenait pas les représentants, vous parliez de Moscou. De Moscou, exactement. Le Hamas, qui sont aujourd'hui là... Même la pointe de la menace islamiste, ont été reçus à Moscou avant le 7 octobre, ont été reçus à Moscou après le 7 octobre, ont été félicités, congratulés, remerciés, etc. Certes, on pourra en dire 2 mots d'ailleurs sur le slavislamisme de Vladimir Poutine, notamment en Tchétchénie, puisqu'il a passé un pacte avec Kadyrov qui applique la charia, il faut le rappeler, mais est-ce qu'il faut vraiment envoyer les troupes là-bas ? Je sais que vous êtes souvent partisan des interventions armées. Est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui, justement, alors qu'on est soumis à une menace directe sur notre propre territoire ? Je ne suis pas souvent partisan des interventions armées. Ça vous est arrivé, Bernard-Henri Lévy ? Mais pas souvent. Et en l'occurrence, non. Je crois que le président de la République a une position raisonnable qui consiste à dire qu'il faut se préparer à toute éventualité. Quand vous avez des adversaires, et celui auquel il pensait, c'est la Russie poutinienne, qui est allié à l'Iran, qui fournit à l'Iran ses principales ressources pétrolières, lequel l'Iran lui fournit des armes, et ainsi de suite. Quand vous avez ces pays-là qui ont une attitude agressive, menaçante, sur tous les terrains, les attaques cybernétiques et des guerres plus conventionnelles, le président de la République a totalement raison de dire qu'il faut, s'armer, et 2, n'exclure aucune hypothèse, c'est ce qu'il a dit. Et exclure aucune hypothèse, ça veut dire aussi, évidemment, si la situation l'exigeait, c'est-à-dire si Poutine ou si l'Iran ou sur quelque adversaire que ce soit, mais ces deux-là sont alliés,
envahissait un pays allié de l'OTAN, il faudrait évidemment réagir, naturellement. Ça me paraît honnêtement le minimum de la sagesse et de l'intelligence stratégique. Très honnêtement, j'avais pas forcément compris cela. Évidemment que s'il y avait un pays de l'OTAN qui était attaqué, l'OTAN doit réagir. Mais ce que j'ai compris, c'est que comme l'Ukraine était en difficulté, il fallait et envisager toutes les possibilités. C'est ce que j'ai entendu du président de la République. Alors, soyez plus précis. Ce que le président de la République redoute, c'est que l'Ukraine perde la guerre, c'est que l'Ukraine s'effondre, pas seulement en difficulté. Et après l'Ukraine, c'est un domino. Après l'Ukraine, en effet, ce sera un autre pays d'Europe, et cette fois-ci un pays de l'OTAN, ce qu'a annoncé Vladimir Poutine à maintes reprises. Vladimir Poutine a quand même du mal pour le moment à conquérir l'Ukraine, et il nous est arrivé dans l'histoire de faire alliance avec les soviétiques pour combattre Hitler, par exemple. Est-ce qu'il faut renoncer totalement à la diplomatie avec Vladimir Poutine? Je ne parle pas de faire une alliance avec lui, mais de faire jouer la diplomatie pour trouver une issue au conflit ukrainien. Mais d'abord, personne ne renonce jamais à la diplomatie. Et même dans les pires moments de tension et de guerre, les diplomates, les services se parlent toujours. Donc il ne s'agit pas d'y renoncer. Mais en revanche, accepter qu'un pays comme l'Ukraine soit démembré, accepter la politique du fait accompli, accepter que la violence paye, accepter que l'Occident se déballonne face à la coalition Russie, Corée du Nord, Iran, Chine et Turquie. Moi qui suis attaché à l'Occident, à ses valeurs, à l'Europe, ce serait une défaite militaire, mais surtout politique et morale, sans précédent. Ce serait terrible. Donc je pense qu'il ne faut pas accepter cela. Parlons d'Israël et de votre livre, mais du coup, comme vous me parlez d'Occident, ça me suggère une question qui fait peut-être le lien. Est-ce que pour vous, Israël, c'est la pointe avancée de l'Occident, du combat occidental contre l'islamisme aujourd'hui ? De l'Occident, Israël, c'est plus compliqué. C'est pas l'Occident, Israël. C'était une question. Oui, non, c'est pas. Je ne vous soufflais pas la réponse. Non, ce n'est pas l'Occident. C'est pas l'Occident. C'est bien plus ancien que l'Occident, d'ailleurs, Israël. Et puis c'est un État qui est vraiment enraciné dans le Proche-Orient depuis sa création, depuis 75 ans, mais bien avant. Depuis ça. On en parlera. Vous écrivez dans votre livre effectivement qu'il y a eu des Juifs en Israël depuis toujours. Ce sera une question. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais on le rappellera. Revenons peut-être sur le 7 octobre parce que c'est le début de votre livre. Vous faites un peu l'anatomie de ce que vous qualifiez d'événement historique. Est-ce qu'on en a pris la mesure de cet événement? Pourquoi c'est pas simplement un épisode sanglant de plus dans la longue guerre israélo-arabe? Parce que d'abord, ça a remanié la géopolitique mondiale, ça a redistribué les cartes, ça a dessiné des nouvelles alliances, un peu ce dont on parlait en commençant, mais surtout parce que je crois qu'on n'avait jamais vu un événement pareil, c'est-à-dire une invasion aussi nombreuse et aussi brutale, des victimes en si grand nombre, une cruauté, un sadisme des assaillants d'une telle ampleur, un tel acharnement dans la violence, dans la profanation des corps et dans l'humiliation des victimes, en particulier des femmes. Je crois qu'on n'avait jamais vu cela. Une prise d'otage aussi massive, cette razzia, cette battue et cette razzia. Il y a quelques précédents. Il y a eu au Nigeria les petites lycéennes chrétiennes, il y a probablement 10 ans d'ailleurs, enlevées par Boko Haram. Elles devaient être à peu près
même nombre. Et puis il y a, à la Fondation de Rome, là il y a 2700 ans, il y a l'enlèvement des Sabines. Enfin, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Merci Bernard-Henri Lévy. On poursuit la discussion après une courte pause. On continue à parler notamment du 7 octobre, de la situation au Proche-Orient. C'est tout de suite dans Toute Vérité avec Bernard-Henri Lévy. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Bernard-Henri Lévy. Nous parlons de son dernier livre, Solitude d'Israël, qui vient de paraître chez Grasset. Un livre assez personnel, assez viscéral, un livre de combat sur effectivement le 7 octobre et ses conséquences. On en parlait avant la pause, Bernard-Henri Lévy. 7 octobre, dont vous jugez que c'est pas un épisode de plus dans une longue guerre sanglante, c'est un événement qui aurait dû ébranler la conscience universelle. D'ailleurs, vous dites que dans les premiers temps, ça a été le cas, et qu'ensuite il y a eu une forme de retour du refoulé. Ça a d'abord été le retour du mal absolu, vraiment. Vous qualifiez cet événement de pogrom ? Je l'ai qualifié à la minute même, le jour même. De pogrom. Pogrom, oui. Ouais. La référence à la Shoah est une référence que non, j'ai pas dit Shoah. Shoah, c'est autre chose, mais pogrom, oui. Quand on va tuer 1200 juifs parce qu'ils sont juifs et qu'on va les chasser comme des animaux dans la moindre de leurs cachettes et qu'on les saigne. Ça ressemble évidemment au schéma des pogroms. Et les terroristes, si tant est qu'il fallait les appeler les terroristes, c'est des terroristes et c'est une armée, le Hamas, c'est les deux à la fois, qui se sont acharnés sur eux. Ils ressemblaient aux Einsatzgruppen allemands. Donc on était dans quelque chose quand même de tout à fait singulier. Donc voilà, oui, bien sûr. Et quelle était... Si c'était un plus effectivement... Est-ce que ça a ébranlé la conscience universelle? Voilà, ça a ébranlé la conscience universelle que ça a rappelé à la conscience universelle quelque chose qu'elle avait oublié, qui est le mal radical. Le mal radical, ça veut dire quoi? Ça veut dire... le mal, pas pour le pouvoir, pas pour la conquête d'un territoire, pas pour même pas pour une vengeance, même pas. C'est le mal pour rien. Le mal pour le mal. Le mal sans animer d'aucune autre passion que la passion de soi. Pour un philosophe, que je suis aussi, ça s'appelle le mal radical. Et c'est ce qu'on a vu le 7 octobre. Donc ça... bien sûr que ça provoque un ébranlement de la conscience universelle. C'est allé bien au-delà de la conscience juive. Bien sûr que la conscience juive en a été terriblement affectée. Tous les juifs, je crois, du monde ont reçu ça comme un coup de poignard glacé. Bien sûr, les échines ont tremblé. Mais au-delà des juifs, je crois que personne de normal n'a pas pu ne pas ressentir un effroi absolu face à ce qui s'est passé là. Et l'événement, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Et que ça a été recouvert aussitôt, et c'est cela qui m'a décidé, c'est une des raisons qui m'ont décidé à écrire ce livre, c'est la façon, avec la rapidité avec laquelle on a recouvert tout ça, avec du blabla, avec de la culture de l'excuse, avec du oui mais, avec du c'est pas un hasard si c'est arrivé, avec du est-ce que les Israéliens l'ont pas cherché, avec des raisonnements oiseux, reliant ça à des épisodes anciens du conflit. Et ça n'a rien à voir, parce que le mal dans cette pureté-là, si j'ose dire, il n'a plus rien à voir avec une historicité classique. On l'a vu avec l'extrême gauche en France, qui refusait de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Vous avez parlé de Vladimir Poutine qui a qui n'a jamais parlé de terrorisme sur le 7 octobre, mais on l'a vu aussi avec l'ONU, la Croix-Rouge, qui non seulement ont eu du mal à reconnaître les faits, à les dénoncer en tout cas clairement,
clairement, mais parfois on semblait mettre en accusation Israël. Vous êtes très sévère à l'égard notamment de la communauté internationale que vous avez pourtant souvent soutenue. Les institutions internationales. Avec les Nations Unies notamment. Oui, c'est ça. Je suis sévère, oui. Il y a dans le livre... Peut-être juste, hein, il y a dans le livre... Écoutez, il y a un chapitre, en effet, qui est un chapitre clinique, où je fais la liste de toutes ces incroyables silences, si j'ose dire, ou de tous ces incroyables dénis, de tous ces hauts responsables des Nations Unies, qui non seulement n'ont pas voulu condamner, mais qui ont condamné ceux qui condamnaient, qui ont exclu de tel ou tel organisme des Nations Unies une conscience, une femme, un homme, qui disait, mais enfin, est-ce qu'il ne s'est pas passé là quand même quelque chose d'immense qui devrait nous solliciter, la manière dont on les a virés. Donc, je dresse une liste, oui, c'est vrai, l'organisation qui s'appelle ONU Femmes, une agence des Nations Unies, tout spécialement consacrée, dévouée à la violation des droits des femmes dans le monde, qui a commencé pendant des mois. Elle s'est reprise il y a quelques semaines, mais pendant des mois, a dit, mais attendez, on est sûr de rien, mais les femmes violées, qu'est-ce qu'ils prouvent? Et qu'est-ce qu'ils nous dit que ce ne sont pas les Israéliens eux-mêmes qui ont violé les femmes en question? Et puis pourquoi est-ce qu'elles ne témoignent pas? Pourquoi est-ce qu'elles ne disent rien? La plupart d'entre elles étaient mortes. Ou quand elles n'étaient pas mortes, elles étaient en captivité, c'est-à-dire qu'elles étaient emmenées en otage dans les tunnels du Hamas. Donc, ONU Femmes, voilà un exemple d'une organisation qui, à juste titre, pense que la parole d'une femme martyrisée doit être absolument entendue et qu'il faut l'entendre d'abord et qu'il ne faut pas la mettre en doute. Sauf que quand c'est une femme juive... Sauf quand c'est une femme juive, c'est là... pas le cas, apparemment. Ah ben oui, là c'était pas le cas. Là, il y a eu des choses qui ont été dites, mais tout ça est dans le livre, j'ai même pas envie de le répéter. Mais c'est intéressant dans le livre, c'est pour ça que parce que c'est une liste effarante jusqu'à la Croix-Rouge. Mais ça me brise le cœur, et ça brise le cœur de beaucoup de femmes israéliennes. Et avec des actes, pour ce qui est de l'ONU, des actes de collaboration quasiment. La Croix-Rouge, je cite le cas d'une dame qui supplie la Croix-Rouge d'aller porter à sa maman otage des médicaments dont elle a besoin, sans lesquels elle ne peut pas vivre. Et la Croix-Rouge la rabroue. Le délégué de la Croix-Rouge, important, auquel elle s'adresse, l'envoie promener en lui disant c'est pas notre boulot. La Croix-Rouge ne donne pas de nouvelles des otages. Elle n'exige pas, comme c'est sa mission, l'accès aux otages israéliens. La Croix-Rouge découvre les otages, enfin, à des exceptions près, sûrement, le jour en novembre où il y a cette fameuse trêve et ce fameux échange, ce fameux troc de un otage israélien contre 3 prisonniers, 3 ou 4, je ne sais plus, prisonniers, criminels de sang, palestiniens. Là, la Croix-Rouge, en effet, escorte les otages israéliens, avec des scènes, honnêtement d'ailleurs, qui ne lui font pas honneur non plus. On a tous scènes de propagande, oui. On a tous vu ces images, oui, où les geôliers palestiniens jouaient les bons garçons, soutenaient la vieille dame juive, otage, qui avait du mal à marcher, prenaient un jeune garçon par les épaules. Il y a même eu un moment d'ailleurs assez beau, où il y avait un de ces otages qui a envoyé promener le geôlier. Mais la Croix-Rouge était là, elle couvrait cette opération de propagande. Enfin, les institutions internationales se sont vraiment souvent, du sommet, Monsieur Gutiérrez, secrétaire général, à la base, l'UNRWA, l'organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens depuis 75 ans, les fameux réfugiés de père en fils, elle s'est déshonorée. De l'UNRWA en bas à Gutiérrez en haut, franchement... L'UNRWA, dont certains membres, d'après des enquêtes, auraient participé directement au massacre. Ce qui est quand même mais ça, je le dis aussi. Ça, oui, c'est avéré. Je le dis dans le livre. Je crois qu'il y a 42 membres de l'UNRWA, cette organisation
qui est chargé de s'occuper des réfugiés, de l'apporter, de véhiculer l'aide humanitaire, ainsi de suite. 42 ont participé à la commission des massacres, ont perpétré les massacres, ont été de ceux qui les ont perpétrés. Et on évalue à plusieurs centaines les membres de l'UNRWA, et peut-être encore davantage, qui ont des liens avec le Hamas. Des liens organiques, des liens d'affiliation. Et enfin, pour finir avec l'UNRWA, mais c'est un vrai sujet, l'UNRWA a des écoles où on est censé éduquer, éveiller les lumières de l'esprit des jeunes Palestiniens de Gaza, avant la guerre. On sait, et on a découvert encore plus aujourd'hui, que les manuels scolaires de ces écoles étaient infectés par l'antisémitisme le plus épais et par une interprétation obscurantiste et fanatique de l'islam. Donc l'UNRWA, c'est les Nations Unies. Donc bien sûr, vous avez raison, il y a eu cette espèce de démission des grandes organisations internationales. C'est pas la première fois. J'avais déjà vu ça en Bosnie, et au Rwanda, et au Darfour et ailleurs. Mais là, je dois dire que dans cette histoire-là, ça a pris des proportions insensées. On parlera en fin d'émission, notamment de votre vision de l'État-nation. On sait que vous n'êtes pas forcément un grand partisan des États-nations forts. Et sans doute, il faut un système de régulation internationale. Mais est-ce que, quand même, cette faillite des instances internationales ne vous conduit pas à réviser votre constat sur les États-nations ? Non, bien sûr que non. Ça me conduit à penser qu'il faut réviser l'ONU, ça oui, qu'il faut la réformer fortement, que ce qui vient de se passer là, cette faillite des Nations Unies face à cet événement, c'est peut-être son acte de décès, comme je ne sais pas, comme la SDN, son ancêtre, la Société des Nations, a signé son acte de décès, je ne sais pas, peut-être quand elle a refusé d'entendre Haïlé Sélassié, que sais-je, mais il faudra une autre ONU, il faudra une autre institution internationale, une institution qui permet de réguler les conflits. C'est bien, c'est le beau rêve des Lumières, le beau rêve d'Emmanuel Kant. Oui, mais est-ce que c'est pas un rêve naïf ? On en parlera après la pause. Alain Finkielkraut, on verra aussi si la réponse d'Israël est proportionnée ou pas. On en parle après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, je vous redonne bien sûr la parole là-dessus. Merci Bernard-Henri Lévy, à tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Bernard-Henri Lévy qui nous parle de son nouveau livre Solitude d'Israël qui vient de paraître chez Grasset. On évoquait effectivement le 7 octobre, ses conséquences, le déni qu'il y a eu après. Il y a eu aussi la riposte israélienne extrêmement critiquée. Bernard-Henri Lévy, vous estimez que dans votre livre que c'est une riposte proportionnée ? Vous comprenez ceux qui s'indignent des victimes civiles, notamment les enfants ? Oui, je les comprends. Comment ne pas s'indigner de la mort des enfants ? Évidemment. Ce serait être insensible, ne pas avoir de cœur ou être que de ne pas en tout cas s'en émouvoir. Ce que je dis en revanche dans le livre, c'est que Israël ne vise pas les civils. C'est la grande différence avec le Hamas, c'est la grande différence avec la Russie en Ukraine, enfin avec 1000 exemples, voilà. Israël, dans cette guerre de défense, dans cette guerre qu'il est contraint de mener contre un ennemi terrible, sans scrupules, déploie de grands efforts en tout cas pour qu'il y ait peu de victimes civiles. Évidemment, il y en a. Évidemment que ça me bouleverse et ça me tord les tripes. Et ça tord les tripes, je pense, j'en suis sûr, de quiconque a une âme, est père, est mère, a songé à être père, a songé à être mère. Enfin bref, voilà, bien sûr.
Mais est-ce que c'est proportionné malgré tout? C'est ce que je veux dire. Effectivement, Israël ne vise pas les civils, mais c'est très bien qu'elle va en toucher de nombreux malgré tout, vu la géographie tout simplement de Gaza. Et surtout, est-ce que ça a un sens? C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est pas finalement nourrir les terroristes de demain? Si à l'issue de cette guerre, il n'y a pas un travail politique, diplomatique, de reprise du processus de paix, est-ce que ce ne sera pas une guerre pour rien qui aboutira à la création d'un Hamas peut-être encore plus violent dans quelques décennies? Ça, c'est autre chose. C'est une vraie question que beaucoup se posent. Bien sûr, mais c'est deux. Vous me posez deux questions différentes. La question de la guerre proportionnée, mot affreux. Mais bon, allons-y, bien sûr. Dans un conflit asymétrique, c'est compliqué, mais c'est une question qu'il faut se poser. D'après les experts sérieux, je pense par exemple au général Petraeus, qui a été... qui est un grand général américain, la guerre d'Afghanistan, etc. D'après des experts sérieux, puisque vous parlez de proportion, moi j'aime pas parler ce langage-là, mais enfin, la proportion entre les victimes civiles et les victimes militaires, elle est une des plus basses dans ce type de guerre. Voilà. On a les chiffres du Hamas, mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir des chiffres. Mais les chiffres du Hamas sont faux. Non, mais je suis bien d'accord. C'est pour ça que je les donne pas, mais on a du mal quand même à avoir des chiffres officiels. Nous savons qu'ils sont faux parce que d'abord ils mélangent les combattants et les civils. Parce deuxièmement, ils mélangent les morts sous les bombes israéliennes et les morts sous les bombes palestiniennes qui ont explosé en territoire palestinien, parce qu'une sur 5 est mal tirée et retombe, etc. Parce que ils sont donnés par le ministère de la Santé du Hamas. Et voilà, bref, ces chiffres-là, on le sait, sont faux. Mais c'est même pas une question de chiffres. Il n'y en aurait-il que la moitié, que le tiers, qu'évidemment, c'est horrible. Ça va sans dire. Mais ce qui me frappe, c'est que je ne vois pas, parmi ceux qui disent, en effet, qui mettent en cause la stratégie israélienne, je ne les vois pas proposer de stratégie alternative. Là, ces jours-ci, les Américains disent, on va voir, qu'ils ont prévu une rencontre avec le cabinet de guerre israélien pour leur dire pourquoi leur stratégie n'est pas la bonne pour la bataille qui vient, la bataille de Rafah. S'ils ont une meilleure stratégie, évidemment, ce serait magnifique. Mais à ce jour, dans les semaines où j'ai écrit ce livre, en tout cas, personne n'a proposé une autre stratégie que la stratégie israélienne, une autre manière de faire en sorte, en gros, parce que c'est quoi? Elle sert à quoi cette guerre? C'est ça la question. Hein. Quelles sont les finalités? Parce que on a été engagé dans d'autres terrains de conflit qui ont abouti à des chaos plus grands encore. Il y a 3 finalités. La première finalité, c'est que le 7 octobre ne recommence pas. Parce que le Hamas a dit, dès le premier jour, que ça n'est qu'un commencement et qu'il y en aura d'autres. Et qu'ils sont organisés pour faire d'autres 7 octobre. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première finalité. La deuxième finalité, c'est libérer les Palestiniens de cette hypothèque ou de cette dictature terrible que fait peser le Hamas sur eux, parce que il y a des choses dont personne ne parle, mais la mise à mort, l'exécution par le Hamas des Palestiniens soupçonnés de Dieu sait quoi tous les jours, notamment de donner des informations à Israël, mais aussi bien d'avoir une sexualité déviante. Donc, deuxième objectif, libérer ce pays, cette bande de terre, de cette dictature hamassiste. Et le troisième objectif, me semble-t-il, pour les femmes et les hommes de bonne volonté, c'est de faire en sorte qu'il y ait un jour un État palestinien. Tant qu'il y aura le Hamas, tant qu'il y aura à la tête du peuple palestinien des gens qui veulent l'extermination du voisin, qui veulent la destruction d'Israël, qui veulent une Palestine qui va de la mer au Jourdain, il n'y aura pas d'État. Moi, je suis un partisan de la solution des 2 États depuis toujours. J'ai toujours dit que la seule solution pour le droit et pour Israël, et pour qu'Israël reste un État
refuge pour les Juifs, donc un État à majorité juive, que la seule solution, c'est les deux États. Mais la seule solution pour qu'il y ait deux États, c'est qu'il n'y ait plus ces barbares que sont le Hamas à la tête du mouvement. Voilà les buts de guerre. Alors, est-ce qu'il y a une autre stratégie pour atteindre et le quatrième but de cette guerre, et le quatrième but, et ça n'est pas le moindre, c'est la libération des otages. Il reste 130 otages dont on ne sait pas combien sont vivants, et voilà, cette guerre, elle a aussi cet objectif. Oui, mais vous expliquez qu'il faut, à terme, il faudra une solution à deux États. On n'a pas l'impression que Benyamin Netanyahou est sur cette ligne. En tout cas, il n'en parle pas. Il n'a pas l'air de chercher des interlocuteurs modérés. Ça, c'est une chose. Et il y a peut-être une deuxième condition. C'est la fin des implantations en Cisjordanie. Et j'avoue, je dois avoir l'honnêteté de dire que vous l'expliquez dans le livre. Vous dites qu'il va falloir retirer ces colonies qui sont pour le coup vous dites Israël n'est pas un État colonial, mais ça, ce sont des colonies. Et je vous ai entendu dire chez Europe 1, ces 3 caravanes sur des collines, c'était quand même... alors, qui dit vrai? Je dis deux choses. Le BHL du livre ou le BHL d'Europe 1? Non. Le BHL à Europe 1, il dit c'est votre phrase. Hein, oui. Mais, je suis partisan, en effet, comme ça s'est passé à Gaza lorsque Ariel Sharon est sorti de Gaza, du démantèlement des implantations. C'est clair, des colonies, des implantations, vous les appelez comme vous voulez. Ce que j'ai dit à Europe 1 chez votre consoeur Sonia Mabrouk, c'est que par ailleurs, dans un monde même pas idéal, dans un monde normal, de même qu'il y a en Israël 20% d'Arabes palestiniens, ça me semblerait pas anormal qu'il reste quelques Juifs dans l'État palestinien de demain. C'est pas, et je disais, c'est pas la lèpre, c'est pas la peste. Ça serait pas complètement une absurdité. Voilà. Donc après, peut-être les Palestiniens ce jour-là exigeront-ils une Palestine totalement judenfrei, libérée de ces Juifs. Il faudra sans doute en passer par là, comme ils l'ont exigé à Gaza. Lorsqu'Ariel Sharon a retiré non seulement ses troupes, les troupes israéliennes, mais les civils, mais les implantations de Gaza, malheureusement, c'est horrible. Les Palestiniens libérés, une des premières choses qu'ils ont faites, ça a été de brûler les maisons, de brûler les synagogues vides, comme s'il fallait se débarrasser de toute trace et de toute souillure. Donc là, ce que je pense, oui, c'est qu'il y a un travail tout de même d'éducation, il y a à faire du côté palestinien. Il faudrait qu'ils se mettent dans la tête, mais il y en a un grand nombre, que les Juifs ne sont pas le diable. C'est d'ailleurs une dimension du conflit dont on parle sans doute pas assez, c'est-à-dire qu'on est pas seulement dans un conflit territorial, on est face à des islamistes qui ne revendiquent pas tellement un État que l'éradication des Juifs autour d'eux. C'est d'ailleurs, vous dans votre livre, vous revenez sur une forme de mythe, celui de l'innocence du monde arabo-musulman dans la Shoah. Vous rappelez que c'est pas tout à fait le cas. Oui, parce que c'est un des grands arguments, et je le vois je vois chez les jeunes gens qui disent, mais après tout, ok, il fallait un État pour les Juifs. Pour les Juifs. Pourquoi le faire? Mais pourquoi ne pas le faire en Bavière? C'est vrai que l'Europe est quand même le principal responsable, et l'Allemagne surtout. Et l'Allemagne. Donc pourquoi ne pas avoir fait cet État juif en Bavière? J'entends ça depuis que je suis jeune, et j'entends ça aujourd'hui où je le suis moins auprès de la jeunesse. Bien, la réponse, c'est que la Shoah, ce fut un crime mondial. Alors évidemment, c'est un crime allemand qui a été organisé et planifié en Allemagne. Mais ceux qui y ont participé, ils sont européens, et puis ils sont japonais, et puis ils appartiennent aussi, pour certains, au monde arabo-musulman. Dans le monde arabo-musulman, c'est comme la France, vous avez eu les deux. Vous avez eu des résistants. Vous avez eu le roi du Maroc qui a compagnon du général de Gaulle. Vous avez eu des Palestiniens qui se sont engagés dans les forces britanniques. Vous avez eu des Goumiers et des Tabors marocains qui ont participé dans la France libre à la bataille de Monte Cassino. Et puis,
vous aviez des nazis. Vous aviez des gens qui ont été séduits par l'idéologie nazie. Notamment le grand moufti de il y a de cet Jérusalem. exemple sur lequel on en parle après la pause. Après la pause. Une pause, ce sera la dernière partie. Trop de publicité, là. Oui, c'est formidable. on vous reçoit 1 heure, ce qui est beaucoup bravo. dans une... C'est très bien. Merci Bernard-Henri Lévy. On continue à parler de votre livre et notamment on commencera par une question sur le grand moufti de Jérusalem dont il faut rappeler le rôle dans l'extermination des Juifs. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard-Henri Lévy en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Bernard-Henri Lévy qui nous parle de son nouveau livre Solitude d'Israël qui vient de paraître chez Grasset. Avant la pause, on parlait du grand moufti de Jérusalem et du rôle joué pendant la guerre par une partie du monde musulman dans l'extermination des Juifs. Le grand moufti de Jérusalem, avant lui les frères musulmans. Comment finalement l'idéologie nazie, ce que vous dites, a imprégné une partie du monde musulman? Les frères musulmans, premier exemple, dans les années 20, notamment Al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, est fasciné par la révolution fasciste, par la révolution ensuite, le début de la révolution nazie en Allemagne. Il trouve que c'est une solution pour le monde de demain et il s'en inspire pour créer la confrérie des frères musulmans. Voilà, il s'inspire, il se dit on va faire partie de la chouette nouvelle grande mouvance en train de se mettre en place. Le grand moufti Al-Husseini de Jérusalem, personnage important, parce que d'abord autorité spirituelle, un des parrains intellectuels du nationalisme palestinien, un des hommes qui a beaucoup influencé Yasser Arafat, qui a longtemps été le leader de l'OLP, était un nazi. Voilà, il y a un chapitre du livre qui lui est consacré. Il passe d'ailleurs la guerre, c'est plus les années 30, c'est la guerre, l'essentiel de la guerre, à Berlin. Il est reçu par Hitler, il est reçu par Himmler, il trouve qu'ils n'en font pas tout à fait assez, il propose des solutions pour que la solution finale soit encore plus expéditive, il le diffuse sur Radio Berlin, tout ça je raconte et je donne les détails, sur une radio basée à Berlin et en direction du monde arabe, des appels au meurtre et des appels au pogrom absolument insensés, à destination des Arabes palestiniens qui ont déjà sur leur sol une très grande proportion qui cohabitent, pas sur leur sol, qui cohabitent avec des Juifs. Et puis comme il n'est pas seulement imam, il n'est pas seulement grand moufti, il est aussi homme d'action. Il participe à la création d'un vrai bataillon SS basé en Europe, près d'Athènes, et qui devait, le plan, dans la stratégie allemande, qui devait, si Rommel avait gagné la bataille du désert, il devait foncer sur le futur État israélien et liquider le Yishuv, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'embryon d'État israélien. Donc prendre sa part, concrètement, à la solution finale. Alors, il n'y a pas que lui, il y a des gens inspirés par la même idéologie en Irak, en Syrie, aux sources en partie des deux partis baassistes, les partis d'où était issu Saddam Hussein en Irak et la famille Al-Assad en Syrie. Mais tout ça témoigne du fait qu'en effet, c'est comme les Tchernobyl là, qui seraient arrêtés à Strasbourg, le nazisme s'est pas arrêté aux frontières de l'Allemagne, aux frontières de l'Europe. Il a eu une influence aussi dans le monde arabe. Et donc, pourquoi je dis ça? Quand on parle... quand on dit que la Shoah fut un crime contre l'humanité, un crime contre l'humain, et ainsi de suite, cela s'entend au sens propre. L'ensemble de l'humanité
en est comptable, en tout cas, tous ceux qui ont trouvé le nazisme tolérable. Le nazisme qui s'est peut-être d'ailleurs hybridé dans le monde musulman avec une tradition antisémite issue de l'islam ou de l'islamisme. Passons maintenant à peut-être, j'allais dire, les sujets qui fâchent, j'exagérerais, mais les sujets où on pourrait avoir un point de désaccord, parce que j'ai trouvé votre livre, je le dis sincèrement, très très intéressant, instructif aussi, justement tout ce passage historique, mais je pointe parfois une contradiction, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de l'État-nation que vous stigmatisez dans le livre. Malgré tout, vous dites que c'est pas votre truc, pour le dire avec des mots simples, et en même temps, lorsqu'il s'agit d'Israël, voilà, vous êtes pour le droit d'Israël d'avoir un État-nation avec des frontières, d'user de la force et quand il le faut. Effectivement, Israël est en état de légitime défense, mais n'hésite pas à user de la force. Et par ailleurs, tout de même, en Israël, il y a un gouvernement qui intègre des personnalités d'extrême droite, et elles le sont vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Vous êtes assez discret là-dessus. Et en Europe, tous les gouvernements en Europe ou même aux États-Unis, puisque vous parlez de Donald Trump, les gouvernements qui voudraient être un peu fermes en matière de frontières, en matière d'immigration, vous continuez à les combattre. Vous leur reprochez même quasiment de soutenir Israël. J'exagère, mais vous dites que c'est ennuyeux d'être rejeté par les progressistes d'une certaine manière et d'être soutenu par ce que vous appelez les illibéraux. Oui, ça, je dis ça en effet. Je dis pas ennuyeux, mais je dis que c'est que ça vous ennuie, en tout cas. Oui, je dis que c'est un des paradoxes de la situation, que les libéraux auxquels Israël ressemble le vouent aujourd'hui, tendent à le vouer souvent aux gémonies, et les illibéraux qui n'incarnent pas les mêmes valeurs aujourd'hui sont en effet ceux qui soutiennent Israël. Ça fait partie. Mais est-ce que finalement ça vous conduit pas? Est-ce que vous vous trompez pas sur vos catégories? Est-ce que finalement ceux qu'on appelle les libéraux, qui pour certains sont tentés par le wokisme, c'est-à-dire par une forme de censure, les libéraux tentés par le wokisme sont des libéraux perdus, c'est pas des libéraux. Exactement. Et est-ce que finalement le libéralisme c'est effectivement un minimum de tolérance, ou même un maximum de tolérance, mais quand même dans le cadre d'un État-nation avec des frontières, avec une immigration qui est limitée. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ces chefs d'État-là, qui après tout sont élus au suffrage universel de manière démocratique, d'illibéraux? Pour moi, un illibéral, on sort d'Israël, mais je veux bien. Bien sûr, bien évidemment. Pour moi, un illibéral, c'est quelqu'un qui pense que la démocratie, ça se réduit aux élections. Qu'une démocratie est pleine et entière lorsque le dirigeant a été élu au suffrage universel. Ça, c'est un illibéral, parce que la démocratie, ça veut dire des tas d'autres choses. Oui, ça veut dire, partout en Europe, il y a des juges, il y a des journalistes, vous savez bien qu'il y a des contre-pouvoirs. Il n'y a pas d'État sans contre-pouvoir aujourd'hui en Europe, aux États-Unis. Je connais bien la Hongrie, je connais bien Orban, je connais bien le pays. Orban qui a toujours soutenu Israël. Oui, bien sûr, mais la presse y est de plus en plus inquiète, l'état de droit y est de plus en plus fragile, les minorités y sont de plus en plus vacillantes. Voilà, donc c'est pas parce qu'Orban est élu au suffrage universel que la Hongrie est une démocratie libérale. Donc c'est pour ça qu'il y a ce concept nouveau de démocratie illibérale qui me semble assez propice aux exigences de la pensée complexe. La pensée complexe, certes, je vous rejoins, il faut sans doute pas tomber dans un excès de libéralisme comme dans un excès d'illibéralisme. Et quant au wokisme, pour moi, alors vous dites les libéraux tentés par le wokisme, un libéral ne peut pas être tenté par le wokisme. Je vois que, par exemple, sans parler de wokisme, la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d'ailleurs très sévère avec Israël, parfois tend à imposer aux États
une vision libérale de la société. Est-ce que c'est vraiment ça les règles du libéralisme, qu'il y ait des contre-pouvoirs, je veux bien, mais que tous les États européens soient exactement sur le même logiciel idéologique, que ce soit imposé par le haut, par exemple, par un commissaire européen? Est-ce que c'est vraiment une logique libérale, ça, aujourd'hui? Moi, je sais pas de quoi. Il faudrait donner des exemples. Moi, je suis pas pour qu'un Bruxelles tatillon impose des règlements aux nations membres de l'Union européenne. Je suis pas pour ça. Moi, je suis pour l'Europe, parce que je pense que c'est la seule façon de lutter à armes égales contre la Chine, contre la Russie, contre les grands empires qui aujourd'hui sont en train d'essayer de dépecer le monde. Je pense que c'est la seule manière, c'est le seul niveau pour régler les grands sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme, c'est-à-dire la finance internationale, c'est-à-dire les histoires de l'urgence climatique et la question de l'immigration. Je pense que c'est l'agora d'aujourd'hui, l'agora grecque. Avant, chez les Grecs, c'était la cité. Il y a un moment, avec le mouvement des États-nations né avec la Révolution française, ça a été la nation, la bonne agora. Moi, j'aurais été contemporain de Valmy, j'aurais sûrement dit que la bonne agora, c'était la nation. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne agora, où on peut délibérer démocratiquement des grands sujets, c'est en effet l'Europe. Ce sera un autre sujet, on va pas se lancer là-dedans, mais justement, pour avoir une agora, il faut quand même qu'il y ait un peuple. On peut pas délibérer démocratiquement sans le peuple, mais on est presque à la fin de l'émission. Juste une dernière question pour conclure sur ce qui peut m'apparaître contradictoire. En matière d'immigration, vous avez été pas forcément de ceux qui sonnaient l'alerte. Aujourd'hui, quand vous voyez l'échec de l'intégration, la montée de l'islamisme dont vous êtes directement victime, puisque vous êtes, je sais pas un secret, vous êtes sous protection policière, vous vous dites pas que parfois vous auriez dû être justement un peu moins libéral entre guillemets? Je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais un peu moins naïf sur certaines questions. Écoutez, je n'ai jamais été naïf, contrairement à beaucoup, sur l'islamisme radical. Mais il vient pas de rien. C'est pour ça que je vous parlais de l'immigration. Il vient d'une immigration massive et pas contrôlée, cet islamisme. Mais pour l'instant, il vient pas de l'immigration massive. Il vient de l'Iran, il vient du Pakistan, il vient des talibans afghans. Sur le territoire français, des juifs se font tuer. C'est pas forcément par des gens qui viennent d'Iran, Bernard-Henri Lévy. C'est parfois des gens qui sont nés en France. Alors après, il y a deux problèmes. Il y a un problème de police, et puis il y a un problème d'intégration. Je vous dis pas que l'intégration républicaine à la française marche comme elle devrait marcher. Et bien sûr, de même que l'intégration à l'anglo-saxonne, dont on a cru qu'elle était un modèle alternatif, on voit bien qu'elle est en train de faire faillite aussi. Donc il faut repenser les logiciels d'intégration. Il faut mieux penser l'éducation républicaine, ça sûrement. Mais est-ce qu'il faut pour autant tomber dans les délires chauvins d'une immigration zéro, d'un pays se repliant? Non, c'est impossible. C'est contraire au génie de la France, c'est contraire au génie de l'Europe, et c'est contraire à l'intérêt de nos pays. Merci Bernard-Henri Lévy, merci pour cette passionnante conversation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En toute vérité. Je vous laisse avec les informations. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.